Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. C'est un week-end aux très forts accents géopolitiques qui vient de se dérouler. D'un côté, au Japon, à Hiroshima plus précisément, le G7 tenait sa réunion annuelle. Une rencontre marquée notamment par la présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky, par la volonté aussi des puissances occidentales de s'ouvrir à l'Inde, au Brésil, à toutes ces puissances émergentes. Et puis de l'autre côté, en Chine, à Xi'an, un sommet était organisé autour des pays d'Asie centrale. Et puis également, il y a la Ligue arabe aussi qui actait le retour de Bachar el-Assad dans le concert des pays moyen-orientaux. Alors quel bilan faire de toutes ces rencontres, de toutes ces perspectives? L'Occident a-t-il pris pleinement conscience de la concurrence croissante que lui mènent les autres puissances du monde? On parle de tout cela avec Jean-Baptiste Noé. Bonjour Jean-Baptiste Noé. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire économique, professeur de géopolitique et d'économie politique à l'Université catholique de l'Ouest à Angers, à l'Institut Albert Legrand à Lyon, rédacteur en chef de la revue Conflit et auteur de Le déclin d'un monde aux éditions L'Artilleur, paru dernièrement, pour lequel on vous avait reçu. Nous sommes également avec Yves-Marie Adeline. Bonjour Yves-Marie Adeline. Bonjour. Vous êtes enseignant, écrivain français, membre de l'ICEP, l'Institut de sciences sociales, économiques et politiques, cette école à Lyon créée par Marion Maréchal. Et puis on va citer également vos derniers livres, Le Verbe s'est fait cher aux éditions Via Romana, et puis L'économie encadrée, un livre auto-édité. Alors peut-être on peut faire effectivement ce bilan, puisqu'il y a un article de RFI qui parlait du traitement médiatique du G7, puisque alors qu'auparavant c'était quand même l'événement géopolitique, l'événement des puissances occidentales de l'année. Aujourd'hui, dans les journaux au Moyen-Orient, en Asie, le G7 était beaucoup moins bien traité, moins bien en avant que, par exemple, le sommet fameux Asie centrale Chine en Chine, et puis la Ligue arabe. Alors comment on peut expliquer cette baisse du traitement médiatique du G7? Je commençais par donner la parole à Jean-Baptiste Noé. D'abord par le fait que le G7 n'est plus le seul grand événement. Avant, c'était le seul, donc on en parlait beaucoup, mais maintenant, vous l'avez dit, ce week-end, il y a eu quasiment un embouteillage en termes d'événements mondiaux. Et puis, il est normal que la presse du Moyen-Orient parle de ce qui est d'abord le plus proche d'elle, donc cet événement de la Ligue arabe, qui concerne beaucoup plus les pays du Moyen-Orient que le G7, qui est de plus en plus un club en fait d'occidentaux, si on rajoute le Japon. Donc, les répercussions pour la vie quotidienne ou les répercussions politiques sont moins importantes que le mouvement de la Ligue arabe. Bien sûr. Yves-Marie Adeline aussi, il se donne l'impression d'un Occident qui finalement n'arrive peu à parler qu'à lui-même. D'abord, il y a la nouveauté, évidemment, comme vient de le dire Jean-Baptiste Noé, il y a la nouveauté. C'est un changement, cela dit, un changement considérable. Et puis, ce que représente symboliquement au moins cette réunion des BRICS, pour le reste du monde, c'est l'espoir d'un monde multipolaire qui prendrait son indépendance par rapport à l'Empire américain. Donc je pense que la force des symboles compte évidemment. Effectivement, et donc on a vu aussi au G7 a été marqué par des communiqués envoyés assez agressifs vis-à-vis de la Chine, de la Russie également, et les réponses chinoises et russes ont été extrêmement véhémentes. Donc là encore, on voit bien, Jean-Baptiste Noé, que l'Occident ne fait plus du tout aussi peur qu'avant, qu'aujourd'hui on peut se permettre de lui opposer des réponses et puis l'émergence peut-être d'un nouveau bloc. Oui, puisque ça montre aussi c'est une incapacité à dialoguer, c'est-à-dire qu'on a cette réunion de gens qui sont quasiment tous d'accord sur les sujets importants, mais en revanche, une grande difficulté à dialoguer avec les autres. Alors, c'est pas uniquement la faute des Occidentaux, les Russes et les Chinois ont quand même leur part de responsabilité, mais on voit bien qu'il n'y a plus de diplomatie au sens propre. C'est-à-dire que la diplomatie, ça sert à discuter avec les gens avec qui on n'est pas d'accord. Et dans la Ligue arabe, par exemple, le retour de Bachar el-Assad pose un gros problème à la diplomatie française, puisqu'on continue de refuser de parler, par principe, avec la Syrie. Et donc, ce que l'on a, c'est une réduction de la diplomatie mondiale à des questions uniquement de valeurs, de grandes idées. Et comme on ne transige pas sur les valeurs et sur les idées, eh bien, on ne discute plus, on n'échange plus. Et donc, il n'y a plus de diplomatie. Yves-Marie Adeline, sur ce sujet ?
Bah, autrement dit, oui, il n'y a plus de diplomatie du tout, parce que la diplomatie ne s'est jamais fondée sur des valeurs. La diplomatie, c'est simplement le fait de reconnaître l'existence de l'autre. Pensez à un De Gaulle reconnaissant la Chine, et Dieu sait si De Gaulle n'était pas communiste, mais la Chine, c'était la Chine. Que ça plaise ou non, la Chine était devenue rouge, c'est comme ça. Donc la diplomatie, ça sert à ça sert à parler à des gens qui ne pensent pas comme nous. Mais ça, c'est le messianisme, j'allais dire révolutionnaire finalement, du G7, qui fait que en fait, on ne parle que de répandre le message occidental dans le reste du monde. Bon, ça marche pas. Quant à dire que c'est quelque chose de complètement nouveau, le fait de répliquer à l'Occident, non. Durant la guerre froide, alors c'était pour le pire évidemment, mais durant la guerre froide, il y avait deux blocs qui d'ailleurs donnaient une certaine forme, enfin, qui laissaient une marge de manœuvre à certains pays, l'existence de ces deux blocs. Après l'effondrement du bloc soviétique, effectivement, on s'est retrouvé avec une superpuissance qui a été saisie par la fièvre du pouvoir, l'hubris, hein, c'est classique, on sait ça au moins depuis les Grecs, et aujourd'hui, c'est enfin remis en cause, effectivement, mais c'est certainement... Alors, nous entrons dans une période dangereuse à différents points de vue, mais c'était souhaitable, évidemment, que ce monde retrouve sa multipolarité. Oui, Et alors, même pas la bipolarité de la guerre froide, bien la sûr. multipolarité. Non, quand je disais que c'était nouveau, c'était par rapport à cette situation justement depuis le début des années 90 où Oui. le bloc soviétique avait disparu. Mais on pourrait même finalement questionner cette notion d'Occident parce qu'on voit bien qu'il y a des intérêts antinomiques entre les États-Unis et l'Europe. Ça se voit notamment dans la guerre en Ukraine. Alors même finalement cet Occident, il peut commencer à se fragiliser de l'intérieur peut-être, Jean-Baptiste Noé. Oui, alors c'est tout le problème de cette notion d'Occident. C'est un peu comme la notion de temps chez Saint-Augustin. Saint-Augustin dit le temps, je sais ce que c'est, mais quand il faut le définir, j'arrive pas à le définir. Et c'est pareil pour l'Occident. On voit très bien de quoi il s'agit, mais quand il faut le définir concrètement, par exemple, est-ce que le Japon appartient à l'Occident? Ben, non. Mais pourtant, il est membre du G7 et pourtant, il y a quand même des éléments en commun. Et il est dans notre groupe d'alliés militaires, un peu comme la Corée du Sud. Mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a des logiques de bloc, évidemment, mais à l'intérieur, il y a des intérêts antagonistes. On l'a vu à l'époque de la guerre froide, le bloc communiste était divisé au moins entre soviétiques et chinois et d'autres aussi. Et c'est la même chose aujourd'hui. On voit bien que entre la France et l'Allemagne, il n'y a pas les mêmes intérêts, que l'Allemagne joue sa partition et ne cherche pas à jouer la carte des intérêts français. Et c'est pareil également entre les Européens et les Américains. Il n'y a pas non plus les mêmes intérêts. Ils n'ont pas toujours compris d'ailleurs les Européens. Marie-Adeline, pareil, on peut dire, j'émets une hypothèse, que l'Occident finalement peut se définir par les nations qui ne sont entre guillemets pas capables de voir le monde autrement que sur la valeur morale et les droits de l'homme. Mais il y a un empire, c'est l'empire américain. Moi, personnellement, je n'utilise jamais cette expression, l'Occident, qui a un sens, bien sûr, mais il y a un empire américain auquel nous appartenons, et à l'intérieur de cet empire, il y a des pays qui n'ont pas les mêmes intérêts, mais de toute façon, ces pays n'ont plus du tout de politique étrangère, donc ça n'a pas beaucoup d'importance en réalité. Je pense qu'il faut regarder les choses du point de vue d'un empire américain dont la suprématie est remise en question aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il peut exister, en vertu d'une vieille tradition française qui a largement disparu, mais dont il reste quelques morceaux, il peut exister de la part d'Emmanuel Macron quelquefois des velléités de faire entendre une voix française, par exemple quand il est revenu de Chine. Mais concrètement, ça ne signifie rien. Il y a un empire américain qui se heurte à une coalition, on va dire, essentiellement sino-russe, entre la Chine et la Russie. C'est-à-dire que nous avons réussi cet exploit de rendre la Russie et la Chine alliées. Cela dit, même eux, ils ont des politiques qui sont les leurs, simplement, ils savent reconnaître, alors pour le coup, leurs propres intérêts, et en particulier contre l'expansionnisme à l'infini de l'Empire américain qui a peut-être rencontré ses limites en Ukraine à force de s'étendre partout. Et il est arrivé un moment où l'Empire américain a rencontré une résistance.
Effectivement, et on reviendra effectivement sur ces relations entre la Chine et la Russie qui ne sont pas aussi parfaites que ce qu'on voudrait le présenter, mais je voudrais rester sur l'Occident pour l'instant. C'est ce G7 qui a donc été marqué au moins par une sorte de prise de conscience, puisqu'il y a eu des pas qui ont été faits vers le Brésil, vers l'Inde, donc vers les puissances émergentes qui vont compter dans les années à venir. Est-ce que Jean-Baptiste Noé, vous pensez que ces puissances, le Brésil, l'Inde, sont susceptibles de céder, de s'ouvrir à l'Occident, ou est-ce qu'au contraire elles pensent avoir plutôt intérêt à se rapprocher de ce bloc sino-russe, puisque on sait que par exemple l'Inde et le Brésil ont tous les deux refusé pour l'instant de condamner l'invasion en Ukraine, donc c'est quand même un signe assez fort. Oui, en fait, ces deux puissances vont voir là où est leur intérêt, et elles ont intérêt à utiliser les deux pôles, c'est-à-dire à ne prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre, mais à tirer bénéfice du fait d'être courtisé par les deux. Ensuite, le Brésil, ça fait au moins 40 ou 50 ans qu'on nous annonce ça comme le grand pays de l'avenir, et il va probablement le rester encore très longtemps parce qu'il a quand même des problèmes internes qui sont majeurs. Mais ce que l'on voit surtout, c'est que nous, on est focalisé sur la guerre en Ukraine parce que c'est sur le continent européen et parce que c'est proche de nous. Mais pour le Brésil ou pour l'Inde, ce sont des non-sujets. C'est comme pour nous la guerre au Yémen ou des guerres beaucoup plus lointaines. Donc, le Brésil n'est pas intervenu directement parce qu'en fait, le Brésil n'a pas intérêt à se fâcher avec la Russie, ni d'ailleurs avec le bloc occidental, mais c'est pas un sujet pour eux, la question ukrainienne. Ils ont des problèmes beaucoup plus importants à résoudre dans leur espace. Et c'est pareil pour l'Inde. L'Inde, d'ailleurs, qui est régulièrement en tension avec la Chine. Enfin, l'Inde a quand même son voisin pakistanais qui est un vrai problème pour elle, pas la question ukrainienne. Alors que nous, regardez, le Pakistan, on n'en parle quasiment jamais, c'est pas un sujet. Donc ça dépend aussi des intérêts directs des uns et des autres. Effectivement, c'est logique que chaque État suive ses intérêts. On va continuer de parler de ces sujets. On va évidemment évoquer aussi le sommet Chine-Asie centrale avec ces pays d'Asie centrale qui sont vraiment des nouveaux pays très forts, très émergents. Mais tout de suite, il est 8h sur Ligne Droite et on fait un point sur les informations avec Adèle Rosner. Ligne droite. La table ronde. Nous sommes toujours avec Jean-Baptiste Noé, docteur en histoire économique, rédacteur en chef de la revue Conflit, dont le dernier numéro sur Poutine et l'Afrique, c'est bien ça ? Exactement. D'accord. Et avec Yves-Marie Adeline, enseignant français, membre de l'ICEP, l'Institut de sciences sociales, économiques et politiques à Lyon, créé par Marion Maréchal. Yves-Marie Adeline, je voulais revenir avec vous avant d'aborder l'autre sujet, effectivement, toutes les autres régions économiques attractives de ce monde, sur ce Brésil et cette Chine, ce Brésil et cette Inde, pardon, qui eux encore ont compris qu'il fallait suivre leurs propres intérêts et qui montrent à quel point l'Occident est obsédé par la guerre en Ukraine, mais que finalement c'est un phénomène qui est assez isolé dans le monde par rapport au reste des pays qui sont plutôt axés sur des projets économiques. Oui, mais précisément, il n'y a pas cette crispation idéologique. Mais cela dit, Jean-Baptiste Noé a raison de rappeler qu'entre l'Inde et la Chine, c'est quand même loin d'être le grand amour. La Chine s'est emparée il y a déjà longtemps, en 1952, du Tibet, qui est une sorte de grand château d'eau à partir duquel partent un certain nombre de fleuves qui nourrissent près d'1 milliard d'habitants en comptant les pays à l'est de l'Inde. Et donc, tout ça, c'est très complexe. Le véritable danger pour l'Inde, c'est vraiment la Chine. En revanche, le véritable danger pour le Pakistan, c'est l'Inde, puisque l'Inde, à plusieurs reprises, avait mis quelques calottes à son voisin pakistanais, mais c'est ce qui a expliqué pourquoi le Pakistan s'est doté de l'arme nucléaire. Donc, en fait, il n'y a pas... Quant au Brésil, Jean-Baptiste Noé a parfaitement raison de rappeler ça. C'est un mythe depuis le 19e siècle. Vous connaissez l'ère de cet opéra français d'Offenbach, je suis brésilien, j'ai de l'or, enfin bon, etc. On connaît ça par cœur. Ce qui ne veut pas dire que le Brésil n'a pas d'avenir, mais en tout cas, ça fait longtemps qu'on parle du Brésil comme devenant une grande puissance, ça n'est pas le cas. Et d'ailleurs, tous ces chiffres qu'on nous annonce sur le BRICS, les BRICS par rapport au G7 ne sont évidemment pas sérieux. On peut pas, à partir du moment où il y a deux vraies grandes puissances économiques, la Chine et l'Inde, sur la Russie est une grande puissance militaire, diplomatique, nucléaire, tout ce qu'on voudra. C'est pas une puissance majeure du point de vue économique, et c'est en cela d'ailleurs qu'elle est très complémentaire avec la Chine, dans la mesure où ça forme un couple qui éclaire le reste du monde, ou du moins donne au reste du monde l'espoir
justement de pouvoir sortir de l'emprise américaine. C'est-à-dire il y a la puissance militaire qui est celle de la Russie, et puis il y a la puissance économique qui est celle de la Chine. Sinon, tout les sépare, hein, à part ça. Donc en fait, on voit bien que la réalité du BRICS, ce sont des pays qui ont leurs propres intérêts, qui ont quelquefois des motifs graves de dissension, mais qui savent effectivement pratiquer la diplomatie, comme nous ne savons plus le faire, mais c'est normal. C'est même pas que nous ne sachions plus le faire, c'est que quand on appartient à un empire, on ne peut pas avoir sa propre diplomatie. Bien sûr, mais on rappelle encore des points de tension en demeure entre la Chine, la Russie, même historiquement, lorsqu'elles étaient même reliées par le communisme, des tensions demeuraient entre les deux pays. Donc, plutôt que l'émergence d'un bloc opposant à l'Occident, Jean-Baptiste Noé, vous plaideriez-vous plutôt pour, à l'avenir, une sorte de retour à la multipolarité ? Oui, et puis alors dans le cas Inde-Chine, on voit que la Chine soutient dans le cas Chine-Russie, on voit que la Chine soutient la Russie, mais enfin mollement malgré tout, hein, donc elle lui livre pas des armes ou quelques petites armes, enfin ça sert pas à grand-chose. Mais ce que l'on voit surtout, c'est que la Russie est en train de se faire vassaliser par la Chine. D'abord, il y a la masse démographique, mais ensuite, quand on regarde toute la partie sibérienne, le port de Vladivostok, la région du fleuve Amour, où il y a eu des guerres, des combats dans les années 1960, ce qui se passe, c'est qu'en fait, la partie asiatique de la Russie est en train de lui échapper et de rentrer sous un pôle de domination chinois. C'est pareil également pour l'Asie centrale. Cette région que l'on appelait encore il y a quelques années l'étranger proche de la Russie, aujourd'hui échappe à la Russie parce que ces pays-là ont voulu craignent une invasion comme c'est arrivé en Ukraine et donc se détachent de la Russie, je pense au Kazakhstan par exemple, et en fait c'est la Chine qui est en train d'attirer ça autour d'elle. Donc dans l'espace asiatique, la Chine impose sa domination à la Russie. Bien sûr, Marie-Adeline, la Chine aussi n'a pas forcément vocation à simplement devenir un allié parmi d'autres, elle a vraiment un vrai impérialisme aussi de son côté en Asie. Alors, je ne crois pas, ou alors on pourrait parler d'impérialisme économique, mais bien sûr que pour la Russie joue un jeu très dangereux, mais elle n'en a pas d'autre. Parce que n'oublions pas qu'au début de l'ère Poutine, la Russie souhaitait se rapprocher, être de nouveau intégrée au concert des nations européennes, comme elle l'avait été jusqu'en 1917, dont elle était sortie évidemment avec la révolution bolchevique, et elle a été empêchée d'y revenir par justement cet empire américain qui, dans l'intervalle, s'était constitué. Donc la Russie n'a pas d'autre choix. Cela dit, les deux pays sont assez complémentaires, je le répète. La Russie n'a pas besoin d'armes chinoises. Elle a ses propres armes qui sont de très grande qualité. On le voit bien en ce moment dans le conflit ukrainien, justement. En revanche, elle n'a pas les capacités économiques de la Chine. Mais c'est vrai que ce sont deux voisins que tout devrait opposer et qui sont contraints de s'unir. Alors, il est clair que démographiquement, quand on voit que, au-delà, disons, si nous regardons depuis notre point de vue parisien, au-delà de l'Oural, il n'y a guère qu'une vingtaine de millions d'hommes à peu près, contre 1,5 milliard de Chinois qui sont tout prêts à se déverser dans ces régions. Bon, il n'y a qu'une seule chose qui puisse protéger la Russie, c'est l'arme nucléaire, c'est la capacité qu'elle aurait de raser la Chine. Mais encore une fois, on voit bien que c'est une association, ces BRICS, une association qui effectivement laisse comprendre et deviner que l'avenir sera un monde multipolaire, mais ça ne veut pas dire que ce soit une alliance, il n'y a pas une coalition contre l'Empire américain. Il y a des pays qui souhaitent s'en détacher. Alors tout ça, évidemment, peut conduire à un affaiblissement du dollar, par exemple, et ça, ce serait très grave pour les États-Unis, dont la dette s'élève à peu près 1/3 du PIB mondial, ce qui est tout à fait considérable. Cela dit, qui a intérêt à un effondrement du dollar? Parce que si l'Amérique ne peut plus consommer, puisqu'elle s'endette constamment, si l'Amérique ne peut plus consommer, le reste du monde en pâtira aussi. Oui, et puis la Chine détient aussi une grande partie de la dette américaine. Mais je voudrais revenir avec vous sur donc ce sommet de Xi'an, ce sommet Chine-Asie centrale, puisque ces pays d'Asie centrale, alors c'est une région assez méconnue ici en France et en Europe. Conflit a consacré, sinon un numéro, au moins plusieurs articles. Et donc, alors évidemment, c'est une région extrêmement stratégique pour ce qui concerne ce fameux projet des routes de la soie sur lequel on reviendra peut-être de la Chine, mais
plus généralement, c'est une région qui est en plein dynamisme économique, en train de se réformer. Alors notamment, je pense à un pays en particulier qui est le Kazakhstan. Jean-Baptiste Noé, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, c'est ce qu'on appelle l'Eurasie. Donc, c'est cette vaste région qui est entre l'Europe et l'Asie, qui est importante à plusieurs titres. D'abord, pour les questions de passage. C'est là qu'on a les grands gazoducs, les oléoducs, la route de la soie également, donc des voies d'accès par camion ou par bateau. C'est également une région où il y a beaucoup d'hydrocarbures, de gaz et de pétrole. Je pense notamment à la mer Caspienne avec le gisement du Kashangan. Et puis, ce sont des régions qui sont disputées entre différents pôles, donc on l'a évoqué, entre la Russie, l'Europe et la Chine, mais qui ont aussi la velléité d'avoir leur propre indépendance. Ils sont indépendants officiellement depuis 1991, mais tout en étant conscients qu'ils sont trop petits pour peser sur la scène mondiale, ils veulent jouer un petit peu ce rôle de diplomatie d'équilibre. Et quand on regarde le cas du Kazakhstan, qui est très intéressant, parce qu'à Astana, vous avez régulièrement des forums majeurs qui sont organisés. Il y en aura un début juin, un forum international. Vous avez également le forum sur les religions et la paix. Ce ne sont pas que des choses anecdotiques. Il y a beaucoup de monde qui s'y retrouve et on est ils sont en train de bâtir là une sorte de contrepoids diplomatique à ce qui peut se faire en Europe. Et c'est quelque chose de nouveau. Donc il faut surveiller l'évolution et la montée en gamme, mais c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Marie-Adeline, là-dessus, je rappelle que le président chinois Xi Jinping a salué ce jeudi 18 mai. Bon, c'est toujours facile de faire des annonces grandioses au début d'un sommet, mais l'entrée dans une nouvelle ère avec ses relations avec l'Asie centrale, vous pensez, voilà, encore une fois, que c'est un nouveau monde qui est en train de se bâtir de l'autre côté de l'autre côté de l'Europe ? Le Kazakhstan pourrait être une sorte de lieu de neutralité, justement, ce que n'a pas réussi à faire l'Ukraine, à supposer que l'Ukraine l'ait souhaité, puisqu'en fait, il y a deux Ukraines. Mais quant aux routes de la soie, bon, alors, c'est là qu'on voit, puisque déjà c'est un projet complètement fou et qui, je l'ai toujours dit, n'a absolument rien de réaliste. Mais alors, on voit bien que l'intérêt de la Chine serait au moins que l'Europe soit détachée de l'Amérique, parce que vous ne pouvez pas construire des routes de la soie qui vont traverser tout le continent eurasiatique et puis ensuite être bloqué à la frontière entre la Russie et l'Europe. Disons, l'Europe est considérée comme faisant partie de l'Empire américain. Donc en fait, ce serait plutôt intéressant pour la Chine que l'Europe prenne son indépendance par rapport à l'Empire américain. Elle n'est pas encore arrivée là. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que dans cette région du monde, je vois mal d'ailleurs une opération militaire au Kazakhstan. C'est vrai que le Kazakhstan, à son indépendance, avait une forte population russe. Une grande partie est partie, a quitté le Kazakhstan et est retournée en Russie. Pour l'instant, c'est au contraire effectivement une région intéressante et pour tout le monde, y compris pour l'Église catholique par exemple, qui s'intéresse de près à cette région-là dans cette dimension, disons, de pôle central de neutralité, de discussion, etc. Oui, c'est vrai que allez-y, oui. Je vous en prie. Moi, mais cette histoire d'intérêt commercial, là, c'est évidemment très fragile, parce que où peuvent mener les fameuses routes de la soie, qui sont déjà en soi une illusion, puisque la Terre ne l'emportera jamais sur la mer. C'est comme ça depuis toujours. Donc tout ça, ça représente des dépenses absolument fantastiques, mais qui ne parviennent pas à sortir la Chine de son confinement. Car la Chine est un pays confiné, comme l'était l'Allemagne, au temps où l'Allemagne avait des velléités de domination, comme l'était d'ailleurs dans une certaine mesure l'Union soviétique au moment de la guerre froide. Et ça, on ne peut rien contre la géographie, comme disait Venizelos, le Premier ministre grec autrefois du temps de la Première Guerre mondiale. Donc ce projet des routes de la soie, et puis en plus, ça exige de la part de la Chine un effort diplomatique surhumain qui est impossible, y compris dans le cas de conflits internes dans cette région du monde. Alors quel serait le parti que prendrait la Chine? Enfin bon, non, Et puis la Chine n'est pas en train de donner un très bon exemple pour le coup de ses propres pratiques dans le reste du monde. Je pense à Ceylan, je pense au Pakistan, à certains pays d'Afrique où en fait elle se comporte dans une sorte de néocolonialisme qui peut effectivement faire peur. C'est une sorte de nouvelle hubris, en fait, finalement, de l'impérial.
Je sais pas si. Oui, alors il y a peut-être un hubris parce que c'est un pays très idéologique lui aussi, et ça c'est rarement ce genre d'idéologie, c'est rarement favorable. On a la même chose chez nous avec la religion démocratique. C'est rarement favorable au raisonnement vraiment rationnel, équilibré. C'est vrai. Et puis, il y a le rêve chinois de reconstituer, mais je ne crois pas que ce soit le sujet de l'émission, de reconstituer la Chine disons, du XVIIIe siècle, quoi. Alors, qui d'ailleurs déborderait sur des possessions aujourd'hui russes, mais enfin, qui, pour l'instant, lui aliène tous ses voisins de la mer de Chine. Elle a réussi, elle aussi, cet exploit de se mettre à dos absolument tous ses voisins. C'est pas une bonne chose pour ça. Alors, il y a eu un autre événement géopolitique majeur dans ce week-end, c'est ce sommet de la Ligue arabe qui a eu lieu donc avec cet accueil très chaleureux, ce retour de Bachar el-Assad, donc a été un peu éclipsé finalement avec la présence de Volodymyr Zelensky, mais on y reviendra également. Mais cet accueil de Bachar el-Assad par l'Arabie Saoudite, là encore, c'est un nouveau pied de nez, alors que l'Arabie Saoudite était l'allié historique des États-Unis dans la région. Depuis quelques mois, quelques années, c'est en train de changer drastiquement. Et là, on voit que l'Arabie Saoudite n'a plus peur d'accueillir des gens qui ont été l'ennemi des États-Unis, Jean-Baptiste Noé. Oui, alors ça fait 12 ans maintenant que Bachar el-Assad a été évincé de la Ligue arabe. Il devait d'ailleurs, souvenez-vous, selon les dires de Laurent Fabius, disparaître au bout de quelques semaines. 12 ans plus tard, il est toujours là. Donc il y a un principe de réalité, c'est que l'Arabie Saoudite, elle peut penser ce qu'elle veut de la Syrie. Bachar el-Assad est toujours là, il contrôle son pays et la guerre est en train de s'étioler à petit feu. Donc il est normal qu'il soit réintégré. Ça avait commencé déjà il y a quelques mois avec la réouverture d'ambassades, avec une réintégration dans des organismes culturels et autres. Donc en fait, on va dire que le droit revient à l'état de fait, et l'état de fait, c'est que Assad dirige toujours la Syrie et qu'à partir du moment où il est là, eh bien on doit faire avec. Et effectivement, on voit que l'Arabie Saoudite se détache un petit peu des États-Unis, pas complètement non plus. Les États-Unis ne sont pas non plus opposés au retour de Bachar el-Assad dans la Ligue arabe. Le gros problème, c'est pour la France. À partir de quand est-ce qu'on va accepter de rouvrir une ambassade? À partir de quand on va accepter de reparler avec le régime syrien? Enfin, on sera probablement les derniers, une fois que tout le monde l'aura fait, mais pourtant, il y a urgence à remettre pied dans la région. Et Marie-Adeline, sur ce sujet? Ce serait même pas utile, parce qu'il n'y a plus de diplomatie française. Donc, à quoi ça servirait d'avoir un ambassadeur en Syrie? Puis la France, de toute façon, s'est discréditée de multiples manières. Pendant la guerre en Syrie, souvenez-vous de la pantalonnade avec le François Hollande disant « Allez-y, suivez-moi tous », et puis Obama qui décide de renoncer à son expédition militaire contre la Russie, et donc Hollande qui revient la queue entre les pattes. Non, tout ça n'a pas... C'est très dommage, tout ce que je raconte, évidemment, en tant que Français, mais je vois vraiment pas ce que ça changerait, ce qui est d'ailleurs d'autant plus dommage que, alors là, la France a bradé tout un capital, tout un héritage qu'elle avait en Syrie, un héritage pluriséculaire, qui remontait pas seulement au mandat de la France au Moyen-Orient après la guerre de 14. C'est une vieille histoire, et que le régime français, en fait, pour des raisons idéologiques, a bradé. Et quant à la relation entre l'Arabie et les États-Unis, si vous voulez, quand Mohammed Ben Salman se fait traiter de criminel par le président des États-Unis, ça augure mal, évidemment, des relations de confiance qui peuvent exister entre les deux pays. Donc, c'est vrai que c'est un immense événement, là, pour le coup, ce qu'on appelle les signaux noirs, que l'Arabie Saoudite ait envisagé de négocier son pétrole autrement qu'en dollars. Parce que le dollar, depuis qu'il n'est plus un dollar or, et surtout depuis le choc pétrolier de 74, est devenu un dollar pétrole. Je ne parle pas de pétrodollars. Les pétrodollars sont les dollars que vous gagnez en vendant du pétrole. Mais le dollar pétrole, c'est-à-dire en fait, le dollar s'adossait à cette reine des ressources qu'est le pétrole, qui n'est pas d'ailleurs que de l'énergie, qui est aussi votre stylo en plastique, et tout ça c'est du pétrole. Et ça, c'est un événement considérable, parce que ça augure mal de l'avenir pour les États-Unis. Ça donne en tout cas un signal que on pourrait négocier dans le monde le pétrole autrement qu'en dollars. Mais là, c'est encore une fois les États-Unis qui se sont pris des pieds qui se sont tirés une balle dans le pied. À partir du moment où vous vous sentez autorisé à confisquer les avoirs
de vos adversaires idéologiques en dollars, en livres sterling et en euros, ces monnaies ne sont plus des monnaies dans lesquelles on peut faire confiance. Dans la mesure où vous vous dites, enfin, les pays du monde peuvent se dire, bah non, je peux pas avoir un compte bancaire libellé dans ces monnaies-là, puisqu'il peut m'être saisi dès le moment où je déplais à la politique américaine, on peut me le confisquer, au moins me le saisir. Donc, c'est encore une fois notre propre politique. Quand je dis notre propre politique, c'est que je m'inscris dans une logique américaine qui nous a conduits, nous en sommes. Effectivement, et Jean-Baptiste Noé, on parlait de Yves Marialine a commencé à évoquer cette fin de la diplomatie française. Je me souviens qu'il y a quelques mois, au moment de la crise entre la France et le Maroc, enfin la polémique en tout cas d'Emmanuel Macron sur le Maroc, vous avez signé un article dans l'Institut des Libertés, il me semble, où vous proposiez carrément, pour renouveler, redorer cette diplomatie française, de la privatiser. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer, puisqu'effectivement, voilà, la diplomatie française depuis quelques décennies a perdu ses lettres de noblesse, et vous pensez que la privatiser pourrait lui donner les moyens de se reconstruire? Alors, c'était des propos qui se voulaient un petit peu provocateurs, parce que, en fait, ce que l'on constate, c'est le Maroc, par exemple, c'est comme la Syrie. C'est un pays sur lequel on a des liens séculaires extrêmement anciens, et Emmanuel Macron fait tout pour casser cette relation parce qu'il est obnubilé, fasciné par l'Algérie pour des raisons assez obscures et incompréhensibles. Et donc, ce que l'on se rend compte, c'est qu'en fait, aujourd'hui, vous avez la diplomatie d'État qui échoue partout et qui est soit inexistante, soit un échec partout depuis au moins une vingtaine d'années. Et ce qui maintient des relations entre la France et des pays étrangers, ce qui maintient également des amitiés, eh bien, ce sont les échanges universitaires, par exemple. C'est le rôle joué par les entreprises qui interviennent dans tel ou tel pays, le cas au Maroc. Et donc, on se rend compte que les Français, en tant que tels, alors qu'ils soient professeurs, qu'ils soient chefs d'entreprise, qu'ils soient journalistes ou autres, ont un rôle diplomatique indéniable, un rôle d'influence, un rôle d'amitié et de lien avec des pays qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus réussi que l'appareil administratif du Quai d'Orsay. Et heureusement qu'ils existent. Donc finalement, le Quai d'Orsay aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne sert plus à grand-chose et qui de toute façon a échoué partout où est intervenu. Et les seuls éléments qui restent dans les amitiés, dans les liens économiques, intellectuels et autres, eh bien, ce sont les Français qui le font là où ils sont avec leurs activités professionnelles. Oui, Marie-Adeline, alors voilà, parce qu'on a évoqué toutes les difficultés dans lesquelles l'Europe, la France pouvaient être plongées aujourd'hui, et comment on va essayer d'aborder un peu de solutions. Qu'est-ce que vous pensez de cette privatisation de la diplomatie française? Est-ce que c'est une solution un petit peu extrême, ou est-ce que, au contraire, vous pensez que ça peut aider? Non, mais alors, ce qui pourrait être réalisable, c'est de réformer en profondeur le système de recrutement déjà des diplomates français, qui est un système complètement rigide, absurde. Voilà. Bon, ça a bien fonctionné tant que les diplomates français étaient au service de la diplomatie et non pas de l'idéologie du régime. De là à dire qu'on pourrait privatiser, je pense que Jean-Baptiste Noé était un petit peu blagueur quand il disait ça. On peut pas confier comme ça la diplomatie d'un État aussi ancien que la France à des personnages privés. En revanche, on peut confier des missions. C'est là où il a raison, bien entendu. On peut confier des missions de diplomatie à des personnes qui sont sur le terrain, qui connaissent beaucoup mieux le pays, autrement qu'à travers les lunettes idéologiques. Encore une fois, on en revient toujours à cette maladie, hein. Et ça, c'est vrai que ce serait profitable. Bon, on n'en est pas là, malheureusement. Alors, la préférence que M. Macron a pour l'Algérie a probablement des origines familiales un peu obscures, mais bon, qui expliquerait cette négligence du Maroc, qui est un pays qui aime beaucoup la France. Hein. Il y a vraiment des liens forts. C'est un pays que je connais un peu, et il y a des liens très forts. Tout ça est bien dommage. Effectivement, c'est une situation un petit peu compliquée. Bon voilà, on voit en tout cas que les sommets aujourd'hui du monde sont montrent toujours plus cette fin de l'Occident, cette fin de l'hégémonie occidentale. Et d'ailleurs, vous aviez commencé à l'évoquer, Yves Mariadeline, cette dédollarisation. Effectivement, c'est un phénomène qui peut s'accélérer dans les années à venir. Jean-Baptiste Noé, cette absence de cette remise en cause du dollar comme monnaie mondiale.
Alors, pour l'instant, c'est quelque chose qui a débuté. Ceci dit, on n'est pas non plus dans la fin complète du dollar. Hein. Ça reste quand même la monnaie qui est principalement utilisée. Ce que l'on voit, c'est que autrefois, enfin, il y a une petite dizaine d'années, il était monopolistique. Aujourd'hui, il est un peu moins. Il y a de plus en plus l'usage de la monnaie chinoise, notamment. Enfin, on n'est quand même pas aujourd'hui dans un monde où le dollar aurait disparu ou bien ne serait plus utilisé de toute façon, tant que les grands cours mondiaux se font en dollars à la bourse de New York ou à la bourse de Chicago, le dollar conserve ce privilège. Ce qui va être intéressant de voir, c'est la question des crypto-monnaies. Alors, ça fait une dizaine d'années qu'on annonce parfois monts et merveilles. Ça dépend. Certains sont complètement fanas, d'autres sont complètement opposés. Pour l'instant, les crypto-monnaies ne jouent pas non plus ce rôle-là. Donc, on verra comment les choses évoluent dans une dizaine d'années. En revanche, ce qui est vrai, c'est que la situation monopolistique du dollar, qui était la sienne il y a encore petite dizaine d'années, aujourd'hui n'existe plus. On a des monnaies qui jouent leur petite partition, qui jouent leur rôle. Donc ça, ce sont des changements majeurs qu'il faut continuer à observer. Effectivement, on voit que l'Occident est en recul, mais il y a encore énormément de leviers d'action, de moyens pour lui d'asseoir sa puissance. Merci beaucoup en tout cas pour cette table ronde passionnante. Jean-Baptiste Noé, je rappelle que vous êtes docteur en histoire économique, professeur de géopolitique et d'économie politique à l'Université catholique de l'Ouest d'Angers, à l'Institut Albert Legrand de Lyon, rédacteur en chef de la revue Conflit évidemment, auteur de Le déclin d'un monde aux éditions L'Artilleur. Et puis merci à vous Yves-Marie Adeline, enseignant, écrivain français, membre de l'ICEP, de l'Institut de sciences sociales, économiques et politiques de Lyon, créé par Marion Maréchal et auteur de ces 2 derniers livres, les 2 derniers en tout cas les plus récents, Le Verbe s'est fait cher aux éditions Via Romana et derrière moi L'économie encadrée, c'est un livre qui est auto-édité. Merci à vous deux.